Nous proposons une table ronde autour de l'exposition Les Védutes de l'artiste plasticien Attila Korosi. Exposition que vous pouvez retrouver actuellement à la galerie Ravaisu. Les œuvres en céramique d'Attila Korosi interrogent la notion de masque et ses représentations. À l'issue de l'échange de nos 3 intervenants, vous pourrez poser des questions et échanger avec. Comme préambule à cette rencontre, une petite plongée en mots dans ce thème si large que représentent les masques. Il est notre intime, notre autre, notre inconnu. Qu'il soit de douce joie ou de grande tristesse, prémortem ou de grossesse, il est tout à la fois gardien de nos secrets, faiseur de farce ou de drame. Il nous emmène, nous protège, nous trahit. Il est notre intime, notre autre, cet inconnu qui nous lie aux autres par ce que nous voulons cacher. De tous les moments, il est de toutes les danses, des palais d'Éniciens aux entrées en transe. Il est de tous les lieux, des territoires les plus reculés, à cet Occident contaminé. Les masques s'imposent parfois dans un miroir. Ils tombent avec fracas. Les faux semblants s'estompent. Le miroir est cassé, le masque est tombé. Alors ce soir, faisons fi des sourires figés bienséants ou des sourcils froncés accablants. Et laissant aller les esprits curieux, espiègles ou savants, discourir et nous instruire sur l'art, les masques, les mécanismes de défense et leur impact dans nos vies. Et peut-être prendrons-nous quelques chemins de traverse. Pour cela, nous ouvrons cette table ronde autour de ces 3 grands passionnés d'art et surtout leurs caractéristiques premières et qui prend tous les 3 tisseurs de liens et qu'ils aiment oser l'interdisciplinarité. Attila Korosi, natif de Budapest, il a fait l'université des Beaux-Arts jusqu'en 2004. Il expose actuellement autour de ses séries Les Védutes, à la galerie juste là-haut, 1 rue des Écoles. Curieux de tout, il exercera comme menuisier d'abord en Autriche, puis en France où il débutera non loin de là à La Ciotat, au chantier naval. En 2016, il s'installe à Olioul dans un atelier et commence à créer sa fameuse série qu'il expose au Gorzi. Son travail de modeleur en 3D dans un bureau d'ingénierie lui permet d'aborder de nouvelles technologies et avec elles de s'ouvrir à une nouvelle perception. Il est accompagné ce soir par Julien Debaria, psychologue clinicien, psychothérapeute à Bandol. Il intervient au sein de l'Institut de formation sanitaire et sociale dans le cadre de la formation des professionnels de santé. Il nourrit une passion lui aussi pour l'art, et notamment pour la musique. Il est diplômé du Conservatoire de Marseille et est premier violon au sein d'un orchestre philharmonique. Nous allons commencer cette table ronde avec Frédéric Joulian qui va nous présenter un exposé sur le thème des masques et culture, quelques exemples ethnologiques. Anthropologue, il est maître de conférences à l'École des hautes études en sciences sociales. Ses recherches portent sur les processus évolutifs et les significations des phénomènes techniques et culturels dans le temps et sur les interactions homme-animal en Afrique et en Europe. Il a rejoint depuis quelques années l'Institut de recherche pour l'humanité et la nature. Ses derniers travaux autour des bangas, qui sont des maisons en bambou de Mayotte, et du washi, papier traditionnel japonais, nous montrent au-delà de sa spécialité son attachement à l'interdisciplinarité, à l'intelligence du geste, à la tradition et à la transmission de ses méthodes ancestrales au monde actuel. Comme Attila et Julien, il aime croiser et enchevêtrer les disciplines. Frédéric Joulian, si vous voulez bien commencer votre exposé. Je dis ralenti que nous nous écouterons. Merci de tout. Ça s'enregistre, c'est ça? Jean-Marc? Ok. Ils sont bien. C'est bon quand même. Merci de l'invitation. En fait, je vais devenir un abonné de Bandol puisque j'y viens pour de la céramique d'habitude et là pour de la céramique en masque. Merci de l'invitation. Quand Attila m'a contacté, qu'il m'a parlé de cette exposition,
qui m'a sollicité sur les masques. C'est pas mon sujet principal de recherche, loin de là, mais je les ai croisés dans ma carrière à différentes reprises. Et d'une certaine façon, je me suis dit, peut-être que je vais donner tout simplement quelques brefs exemples. On est pour 10 minutes, un quart d'heure maximum. Donc c'est vraiment très bref, c'est pas un exposé comme se doit, où je ferai une anthropologie des masques. Ça sera pour une autre fois peut-être. Et là, c'est juste une évocation. Donc je ne sais pas si on peut avoir plus de lumière dans l'écran là. L'arnaud, vous voyez ou pas? Il y a le reflet. Le reflet, ça c'est inévitable, mais ça, je pense que je sais pas si c'est dans ces maximums de luminosité. Ah, c'était ce matin. Ça suffit même. On pourra pas faire plus. On peut vous mettre une lampe si vous souhaitez. Non, ça vient, c'est peut-être deux mots de ce qu'on entend généralement en anthropologie par masse. En fait, il y a des sociétés à masque et des sociétés sans masque. Bon, et différentes cultures qui étudient des colloques. Et certaines sont... Mais ils pouvaient être détournés aussi d'une autre façon et avoir une signification politique. On pouvait utiliser un masque de pharmacie tout autant que peindre sur ce masque un message. Donc les masques, ils ont différentes dimensions et selon les cultures vont jouer différents rôles. Voilà, alors l'anthropologie, ça étudie pas les masques pour eux-mêmes, mais ça étudie les masques par rapport aux dimensions religieuses, aux dimensions pesquis, aux dimensions ludiques. Les enfants jouent avec des masques, et en fait, c'est des cultes, ce sont des véritables, je dirais, universels qu'on rencontre dans différentes cultures, et par lesquels on socialise par le jeu. Ça, voilà, je voulais juste évoquer, non pas donner des définitions formelles, et évoquer différentes dimensions du masque. Et là, en réfléchissant à ce que je pouvais vous dire, mais le nu à l'esprit, justement, c'est en pensant à un masque métonyme, je me suis demandé aussi, dans le monde animal, pourquoi on se masque éteint. Les animaux, certains animaux supérieurs, les grands singes en particulier, ont une conscience réfléchie. Ils font des objets, ils jutent. Et là, cette séquence-là, si j'arrive à la jouer, voilà, c'est une séquence, c'est une vidéo qui a été prise par un de mes étudiants japonais en Afrique sur des bébés gorilles. Ils sont pas en train de bouger. Et donc, ils jouent à quoi? Ils jouent à cache-cache. Et ils se masquent pas, mais ils se cachent. Donc ça, c'est peut-être pour moi le premier niveau dans lequel on peut interroger la notion de masque. Voilà, c'est tout, mais c'est juste aussi pour se dire que d'où ça vient les masques. Pour qu'il y ait masque, il faut qu'il y ait conscience de péché. Il faut qu'il y ait un dispositif matériel avec lequel on joue. Mais on a la conscience de péché des animaux, mais il n'y a pas l'instrumentation. Il n'y a pas de jeu avec un élément. Il y a les jeux des objets, mais on ne se masque pas. On peut se cacher, comme on vient de le voir dans cette séquence, mais ce n'est pas vraiment un masque. Voilà, c'était juste pour évoquer, je dirais, un peu les racines sur lesquelles on peut explorer ça. Dans différentes sociétés africaines, les masques apparaissent bien souvent sous forme de masques. Là, à gauche, vous avez un masque de chimpanzé qui est à Katia, en pays de Laombé, donc en Côte d'Ivoire. Ces masques sont essentiels. Non pas parce que, je dirais, ils apparaissent forcément dans des cérémonies. Et là, ce sont des objets avec lesquels on entre en contact avec un autre village. Ce sont des masques passeport qui témoignent de la tribu et qui sont montrés à l'entrée d'un village, qui étaient montrés au crochoir à l'entrée d'un village et qui permettaient de rentrer. Et c'est une figure animale qu'ils utilisent. Donc le masque là, c'est un masque, je dirais, il est appelé masque d'asport et il représente cette figure. Une statue peut être aussi d'une certaine façon un masque. Et on peut interroger, l'anthropologue, il interrogera dans différentes cultures les significations
une même figure. Là, par exemple, c'est une femelle grand singe qui est enceinte et qui a la main sur son ventre et qui parle au chasseur et qui dit au chasseur, s'il vous plaît, pardonnez-moi, épargnez-moi, que je suis enceinte comme enceinte ta femme. Ah. Et, ce topol, cette vision, cette représentation va se retrouver dans toutes les cultures ouest-africaines et centra-africaines. Donc l'anthropologue va chercher à comprendre les significations d'un même masque dans différentes cultures et comment il apparaît. Et l'intérêt des masques, c'est que c'est aussi un moyen je dirais, d'interroger d'autres significations, par exemple les significations politiques. Sous le masque du chimpanzé, chez les Mandés de la Serrati, Sierra Leone, autrefois on commettait des assassinats. Je suis sous la possession du masque, je suis sous la possession de l'animal, et donc je suis plus responsable. Et il y a des cas de procès en Afrique centrale, de personnes qui ont été élargies, qui ont été écartées, alors qu'ils avaient commis un meurtre, et parce qu'ils étaient sous l'emprise d'un être maléfique. Donc, c'est dire aussi des significations que peuvent avoir les masques. Elles ne sont pas forcément ludiques et quelques mecs aussi cultes. Là, c'est juste quelques images qui montrent une observation que j'ai pu mener en Guinée-Bissau, dans la région de Bokeh, dans la Guinée littorale, en pays Paga, où je travaillais avec des étudiants et les villageois nous avaient remerciés d'avoir construit une maison. Et ils avaient organisé une fête. Ils avaient fait venir les griots et les masques pour nous remercier. Et bien entendu, qui préparait l'ensemble de la journée? Les femmes. Et dès le matin, les femmes étaient en train de préparer le repas. Toute la journée, elles s'activaient. Et d'une certaine façon, elles n'allaient rien gagner de cette journée Couret Benz, et tout au profit des hommes. Et là, c'est la cérémonie qui commence. Vous avez les griots et les musiciens qui seront derrière, qui jouent. Et là, le masque sort. Vous avez un masque avec des palmes. Et puis au milieu, vous avez un danseur déguisé avec un masque sur la tête. Et puis la cérémonie se passe, ils dansent, etc. Et puis d'un seul coup, surgissent des femmes qui, elles, se sont invitées à la bête et sont en train de challenger la bête elle-même. Et ils viennent vers nous, les d'autres observateurs, les regardeurs, avec un drôle de masque à la main. En fait, elles sont allées sur les poubelles. Elles ont récupéré des vieilles calebasses. Sur cette calebasse, vous voyez, ronde, elles ont fixé une lampe torche. Enfin, l'avant de la lampe torche. Elles ont mis une vraie bonne. Excusez-moi. Je peux expliquer ça. Elles ont mis une dragonne et cette danseuse tient à sa main le reste de la lampe torche et elle tape dedans et elle vient vers nous et elle nous demande de mettre une petite pièce ou un petit billet en échange de sa performance dansée. Donc là, le masque, fondé sur les déchets, va être utilisé, va être retourné contre les hommes et va être retourné contre nous, enfin, nos instrumentalités. On sait dire que les masques ont bien souvent un pouvoir subversif et corrosif, comme ils peuvent l'avoir dans le carnaval, chez nous, en nous. Voilà. Là, c'est juste pour montrer quelques figures d'hommes sauvages dans différentes cultures en Europe. Là, vous avez la figure de l'ours ou de l'homme sauvage qui est grimé, qu'on va retrouver en Hongrie, qu'on va retrouver dans toute l'Europe centrale, qu'on va retrouver en Roumanie, qu'on va retrouver dans les Balkans, en Suisse. Et Charles Frégé, un photographe plasticien, s'est amusé à documenter. Donc, j'ai pris ces photos parce qu'elles sont très plastiques, très belles. Là, c'est des exemples au Japon. Il a aussi travaillé au Japon pour décrire ces masques et leur rage. Dernier exemple, je vais arrêter. Une de mes collègues a travaillé sur les clowns, sur ce qu'est un clown. Et en fait, elle me disait, le nez bouge. En fait, c'est le plus petit des masques qu'on puisse imaginer. Et en fait, dès qu'on le met, bien entendu, s'il masque pas,
il révèle, mais il vous permet de rentrer dans un personnage, de créer un personnage. Je rentrais dans un personnage, mais là, c'était dans des écoles à l'hôpital qui travaillaient dans les soins thérapeutiques avec des enfants malades et très dépendants, les restants. Là, c'était juste pour évoquer que voilà, les masques, ça peut prendre différentes formes et différentes fonctions, sont pas forcément corrosives et critiques et satiriques du pouvoir, mais elles peuvent être aussi thérapeutiques. Et puis ne pas j'ai commencé par ça, donc je vais pas en reparler, mais voilà, pendant le masque, pendant le Covid, c'était très important. Il faut pas oublier qu'aussi on a une histoire dramatique avec les masques. Et là, c'est pendant la Grande Guerre, avec le début des masques à gaz. Et bon, c'est une image que j'ai pu au musée de la Grande Guerre, qui ont eu un rôle à la fois important de résistance face au gaz méthane et à d'autres gaz, mais aussi, je dirais, révélateur de la violence importante. Dernier point, puisque je suis aussi engagé en photographie, et que je fais beaucoup de photographie, je me suis interrogé beaucoup sur les techniques et sur les appareils. Et il n'a pas eu, je travaillais avec ce qu'on appelait des 24-36, donc un appareil à visée réflexe qu'on regarde au milieu et où, quand vous l'utilisez, vous êtes caché derrière l'appareil. Et je n'ai compris que tardivement que certains grands photographes, là c'est les photos d'Henri Cartier-Bresson, qui est un très grand photographe à penser, laisser sûrement, et Cartier-Bresson travaillait avec un Leica. Et le Leica, c'est un appareil télémétrique. C'est un appareil dans lequel il y a un système de visée qui est sur le côté. Donc l'œilleton, il est vraiment sur le côté de l'appareil. Ça veut dire qu'une partie de votre visage, il est aussi face aux autres. Vous n'êtes pas caché des bords dans votre appareil. Et donc ça a impliqué aussi une façon de faire de la photographie très différente. Donc, et pourtant c'est un masque. Et c'est pas un masque, cet appareil. Il ne masque pas ce qu'il fait, il le révèle aussi. Donc j'ai trouvé que ces formes ambiguës étaient aussi un dernier exemple que vous avez sûrement vu, puisque c'est à la galerie, ce sont les œuvres d'Attila, qui utilisent le terme de masque de façon différente, bien entendu, je pense, de ce que je peux le dire ici. Mais avec ces céramiques masques, moi je soulève une question. Est-ce que ce sont des masques ou est-ce que ce sont des fragments de masques? Et, et à partir de quand un masque joue son rôle de dissimulation ou de révélation? Voilà, et c'est les questions qui me sont venues en regardant l'envahissement, parce que j'ai pas pu la voir, mais toutes les photos de ce qu'il a mis sous le label masque. Donc je soulève cette question de limite et de fragments, comme un archéologue. Parce qu'avant d'être anthropologue, j'étais archéologue et j'ai travaillé sur des petits morceaux cassés dans la terre. Mais les petits morceaux cassés dans la terre, il faut les observer en détail pour pouvoir comprendre ce consonant. Ouais, j'ai peut-être été un peu long. Ça va? Merci. Merci. Merci beaucoup. Moi, alors, j'ai eu la chance de, peut-être comme certains d'entre vous, de visiter l'exposition d'Attila. Et effectivement, dans ces toiles, bon, je suis partie un petit peu comme en voyage, j'avoue. Et de ces masques ou de ces fragments de masques, vous me direz tout à l'heure, effectivement, en tout cas, ce que m'ont permis ces masques, les masques d'Attila, ça a été d'avoir une perception autre, en tout cas, de finalement venir sans préconçu, sans idée vraiment de ce que j'allais voir et finalement de m'ouvrir à quelque chose auquel je m'attendais pas forcément. Donc Attila, avant de passer aux fragments, alors effectivement, ce que vous disiez sur les fragments ou pas de masque, ça fait penser à cette vision de l'appareil photo avec le viseur central ou déporté. Et effectivement, vous enchaînez avec les fragments ou pas de Attila. Je trouvais ça intéressant aussi. Est-ce que ça dévoile partiellement ou complètement? Vous me direz tout à l'heure. En discutant avec Attila, vous m'avez expliqué que cette exposition était un petit peu comme un aboutissement pour vous.
Donc avant d'aller plus avant, voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait l'importance de cette expo? Je remercie beaucoup d'être venu. Merci à Frédéric pour cette présentation. Ça vraiment donne envie de continuer et aller plus loin dans ce sujet-là, même si effectivement c'était un aboutissement. Euh, euh, je je ne pouvais pas en fait exposer tous les masques à la galerie. Tout simplement, il y avait trop de pièces. Euh, mais j'espère qu'un jour ce serait possible. Et aussi, on aimerait projeter nos images encore sur les autres bouges. Je vous avoue que j'ai un peu de trac parce que vous parlez très bien, Frédéric, maître de conférence, Julien, c'est comme psychologue, est toujours en discussion avec les gens. Et Alexandre aussi, qui est lettré, ou en discussion constante avec les gens. Moi, je travaille avec les couleurs, avec les formes. Donc, avec tout ça, j'aimerais poser des mots à mes pensées et à mes émotions. Euh, oui, ce sont des masques que j'ai créés en céramique. Peut-être ce sont des fragments des masques. Je vous laisse aussi la place pour vos interprétations personnelles. J'aimerais pas prendre toutes les places et d'autres places et donner une explication complète ou des clés qui ouvrent toutes les portes. Vous avez aussi certainement des portes fermées. Il faut trouver avec les clés pour vos clients. Oui. Euh, cette série, j'ai commencé à, à préparer en 2018 à peu près. Par contre, ce n'était pas une préparation consciente. J'ai commencé à créer des dessins. J'ai trouvé des objets, par exemple, qui m'ont parlé au bord de la mer, des rochers, ou des petites câlines, des fermes en bois. Et, et petit à petit, ça s'est concrétisé, ça s'est cristallisé. Et finalement, c'était dans l'atelier de Pierre Duttard. Salut Pierre, qui m'a aidé, Saluer. qui m'a accompagné en fait dans cette démarche, dans son atelier. Euh, et contrairement à la peinture, c'est très intéressant parce que la démarche de la peinture, c'est souvent assez compliqué. Euh, Il y a, il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup de temps, il y a beaucoup de travail. Quand j'ai touché l'argile et quand j'ai commencé à faire cette série, tout de suite, je savais ce que je vais faire. Donc, c'était intéressant, c'était instinctif. Euh, Même, je dirais que c'était un accouchement physio, parce que ça venait vraiment très facilement, contrairement à la peinture où j'avais une racine. On ne dira pas que la femme d'Attila est bientôt maman. Et tu sais, tous les deux, bientôt, il y aura un autre accouchement bientôt. Hein. Bon, on ne le dira pas. À travers les masques, Attila, est-ce qu'il y a eu une autre démarche avec un petit peu ce coup de foudre à la matière, si j'ai bien compris, en fait, comme une évidence? Est-ce que ça a révélé aussi quelque chose d'autre? Est-ce qu'il y a eu un autre cheminement, euh, en plus du cheminement artistique, ou juste vous vous êtes laissé aller là, à ce travail? J'ai laissé arriver au travail, mais aussi, c'était aussi un travail évidemment sur soi-même. Et, vous voyez aussi des photos et des dessins dans les cadres du voyage. Euh, donc effectivement, ce travail, c'était aussi Frédéric utilisait le mot archéologie. C'était un petit peu ça, une archéologie émotionnelle, une archéologie psychologique, c'était une archéologie mentale aussi. Euh, je pense que aujourd'hui, à mon avis, euh, on est tous subi un peu plus ou moins
du XXe siècle. Les traumatismes du XXe siècle, euh, surtout les 2 guerres mondiales, euh, on a, on n'a pas gagné en fait. Et dans les années 60-70, déjà, on a commencé à parler de la psychologie transgénérationnelle. Euh, et c'est pas quelque chose de nouveau. Donc, si on fait être de temps en temps l'Ancien Testament, on va trouver aussi les traces où on est puni pendant plusieurs générations. Je pense qu'il y a des séquences très graves qu'on subit même actuellement. Déjà démographiquement, on touche vachement l'Europe et aussi du coup psychologiquement. Euh, je pense que s'il y a quelque chose à faire avec ça. Donc moi j'y travaille, c'est axé sur ça. Évidemment, c'est quelque chose de très personnel, mais je trouve que on est tous plus ou moins touchés. C'est beau. Julien, peut-être qu'effectivement, comme Attila a abordé, peut-être un petit peu cet aspect de l'approche psychologique du masque, peut-être que vous pouvez nous en dire un petit mot, ou plusieurs d'ailleurs, on la dire. Il y aurait tellement à dire parce que, évidemment, la question du masque, encore faut-il le définir, voilà. Là, pour le coup, la question, c'est si le mécanisme de le dépense, dans l'exposé que, voilà, qu'on est fait, on s'est rendu compte que un mécanisme de défense n'est pas obligatoirement déductible. Souvent, et c'est là, dans peut de quelque chose qui est là et si on craint, ça peut être pour le terrain, mais pas que. Voilà, le mécanisme de défense, on peut aussi l'utiliser de manière tout à fait inconsciente. Porter un masque de manière tout à fait consciente, je trouvais que c'était tout à fait intéressant. Vous avez parlé du héros, je vais tomber. Tout là, c'est un métier, donc je puis penser ce mot. La personne, elle a conscience, en fait, qu'elle porte ce masque dans un bus, en fait, par petit. Pas rien, il y a un métier. Et du coup, voilà, je trouve que c'est ça qui est particulièrement, je trouve, intéressant dans ce début de discussion, en fait, où je trouve qu'on met beaucoup en avant le côté positif, en fait, des masques, alors que peut-être que d'emblée, on pourrait imaginer donc, qu'il est plutôt négatif, et de se cacher. Par rapport au travail thérapeutique, voilà, c'est quelque chose qui me parle particulièrement. L'idée, c'est plutôt d'aider les gens à, si jamais de mon côté, je constate que les masques que les gens qui portent quand il est né dans leur vie de tous les jours, si je constate en fait que ces masques sont une souffrance, et les gens sont prisonniers, c'est déjà de respecter ça en fait, c'est pas là pour rien. Le mécanisme de défense, il est là pour quelque chose. Donc déjà respecter ça, mais ensuite aider la personne petit à petit. Là aussi d'ailleurs, je fais le lien avec ce que vous disiez sur le masque qui est à moitié, voilà, spécifique, font des crèvements le masque. Moi, une partie de mon travail, c'est d'aider la personne en petit à petit, voilà, d'effriter un petit peu ce masque-là, d'y aller tranquillement, d'être toujours à l'écoute voilà, de ce que peut dire la personne, parce que si elle a porté ce masque pendant peut-être toute sa vie, c'est pas pour rien. Donc du coup, voilà, d'arriver petit à petit à quelque chose de plus authentique. Mais l'idée, c'est surtout pas de faire la guerre à ces masques. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui me marque dans ces débuts de discussion à tes pros. Il y a quelque chose de positif potentiellement de cette menace. D'accord, jouer. Ça, pour moi, au niveau psychologique notamment, c'est très important qu'il y ait du jeu dans la vie en général. De jouer avec le sentir le moins contraint possible, au moins subir. Quand justement vivre, voilà, vous répondez avant que le 26e siècle et même aujourd'hui, le Covid, cette question du masque, je pense que voilà, il y a eu quelque chose, on a subi beaucoup de choses ces derniers temps, les moments. L'idée, c'est d'amener du jeu, hein, de se dire, bon, on a un cadre qui est plus loin imposé, et ça peut faire, et de quelle manière est-ce que je peux jouer en fait avec le réel qui s'offre par moi. Et du coup, aussi de se monter créatif en fait, notamment, évidemment, dans ce que vous faites. C'est une manière aussi de s'exprimer, évidemment, avec tout ce que ça empêche de ce que vous dévoilez de votre intimité, et en même temps, tu vas nous parler, en fait, de notre propre intimité, en fait. Et du coup, ça fait du lien entre les êtres humains de sentir qu'en fait, qu'il y a une universalité en télé, et pas en même temps, c'est quelque chose qui est très intime.
quand vous avez réalisé ces masques, obligatoirement, vous y avez mis beaucoup de jours, là, avec quelque chose que vous avez même découvert vous-même en passant. À la base, c'était pas un masque, en fait, une grosse paire. C'était pas des masques. Pendant la création, justement, j'ai réfléchi beaucoup parce que euh, même sur le titre de la série, parce que j'ai eu l'impression, déjà dans l'art et surtout dans l'abstraction, le polysémisme, donc on peut dire ça. Il y a une polysémie, donc les formes de, de signification plurielle, donc même infinie. Euh, et en fait, pendant la création, quand j'ai regardé, oui, c'est un masque. Oui, mais c'est un bouclier aussi. Mais finalement, ce sont des diables aussi. Du coup, cette chaîne de signification, euh, ça m'a donné aussi des pistes de réflexion parce que avec chaque série, évidemment, Goupa, il y a l'instantanéité, il y a aussi l'instant qui travaille, donc l'inconscient, mais aussi le conscient qu'on travaille. Donc, je fais aussi des recherches à côté. Comme si j'aimerais être très réutiliser un langage d'aujourd'hui, en fait, je me suis dit que ce sont des algorithmes, des mauvais algorithmes émotionnels. Et là, mon rôle, c'est reprogrammer ces algorithmes émotionnels qui fonctionnent pas bien. Donc, un algorithme, c'est quoi? Peut-être vous connaissez aussi quand l'Instagram, on fait une recherche et tout d'un coup, on se rend compte on est enfermé par les algorithmes. Moi, je fais des recherches sur la peinture et tout d'un coup, je n'ai que des compositions sur la peinture. Bon, parce que ça, c'est ce qui m'intéresse le plus. Mais quelque part, on est enfermé dans les algorithmes. Et les masques et les mécanismes de défense, j'ai l'impression qu'aussi qu'on est un petit peu enfermé parce qu'on a des réactions, instantanées qui sont pas des vraies réponses, qui sont plutôt des réactions, des mauvaises réactions. Et aussi, il faut parler des compensations aussi à côté. Euh, euh, sur des algorithmes, je voulais encore dire quelque chose. Oui, parce que c'est quoi un masque? Un masque où il n'y a pas de visage, on ne voit pas le visage. Donc, ça cache le visage, ça cache même le regard. Et enlever un masque, c'est un geste, pour moi, c'est symbolique parce que en modélisant, en modélisant en céramique ces masques, c'est un geste symbolique de les enlever, chaque masque, petit à petit. Donc, c'était aussi un voyage, quelque part, voyage dans mon inconscient, quelque part. Et, et un diable, c'est quoi? C'est un diable. Diable, traditionnellement, n'a pas de visage. C'est pour ça que c'est la même chose. Le masque qui remplace quelque chose qui, qui est l'art pour réagir au lieu de donner une réponse, regarder dans les yeux à l'autre et donne une réponse. Ok. Et effectivement, Julien, vous parliez à un moment donné des lacs francophones d'une identité. Et à propos de ces fameux masques qui tournent, qu'on enlève, vous parliez de mettre du jeu. Moi, j'ai entendu mettre du jeu de jouer, mais aussi du jeu, mettre un petit peu le mouvement en fait, pour faire glisser, ou enlever complètement. J'avais envie de vous poser la question que de l'évidence, les mécanismes de défense, est-ce que on les trouve dans toutes les cultures? Est-ce qu'on les trouve un petit peu sous la même monture que la nôtre en Occident? Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans quelque chose de commun à l'humain? Je ne sais pas si on peut appeler ça des mécanismes de défense. Défense, vous entendez, défense psychologique.
dans ce sens-là. D'être autre, oui, donc, effectivement, d'être autre. Que Et oui, des fois, dans beaucoup de sociétés, en fait, on peut considérer les rituels comme des mécanismes de défense. J'ai du mal à les qualifier de mécanismes de défense, mais peut-être que dans beaucoup de sociétés, ils jouent ce rôle. Des fétiches vaudous qui sont créés en Afrique de l'Ouest, qu'on retrouve au Brésil ou dans la zone Caraïbe, avec un certain nombre de cérémonies, de danses, de transes, de libations et autres qui sont liées, peuvent être considérés comme des solutions sociales et culturelles instituées. C'est pas de gré à gré voilà, avec un thérapeute et dans le cadre d'une cure, mais d'une certaine façon, c'est une cure collective. Et une de mes amis ethnologues, Ariel Delube, aujourd'hui disparu, a travaillé sur la psychiatrie en Côte d'Ivoire, en pays gourou. Et, la place des personnes dites folles dans cette société était très très violente. Elles étaient vraiment écartées. Mais là aussi, tout dépendait je dirais, des limites, hein. Beaucoup de personnes étaient tout à fait celles, mais parce qu'elles étaient déviantes, parce que femmes qui faisaient quelque chose qu'elles devraient pas faire, en fait, elles étaient écartées. Il fallait des rituels forts pour pouvoir les réintégrer dans la société. C'est ce que montrait Ariane. Donc, oui, il existe des mécanismes. On ne peut pas forcément les mettre comme des mécanismes de défense, mais je dirais beaucoup de rituels servent à ça. Servent pas qu'à ça, mais ils servent à ça. Je dirais la place dans notre société, et je vois peut-être là un parallèle, toutes les dédicaces. Alors, ce ne sont pas des masques, mais dans le cas des ex-voto, les ex-voto chrétiens, d'une certaine façon, sont faits en amont et en aval d'un événement. Donc, on va prier pour l'enfant qui va prendre la mer ou qui va aller à la guerre et pour qu'il revienne. Ou on va remercier la Vierge parce qu'il est revenu, parce qu'il a échappé à un accident. Parce qu'il a échappé à un accident, on va remercier. On trouve le même type je dirais, d'ex-voto dans le monde japonais, des ema. Les ema japonais ont le même type de fonction et sont bien plus séquents, ritualisés. Les dédicaces sont un peu omniprésentes parce que on n'est pas dans le cadre de monothéisme, on est dans le cadre de vision polythéiste, anéiste, dans le shintoïsme notamment, et on va avoir plein de formules rituelles de ce type-là qui vont être annuelles et qui vont être, je dirais, sont pas exceptionnelles. Les couturières au Japon vont sacrifier en début d'année leurs aiguilles de travail à une divinité. Ça rentre, on a des hôtels qui servent régulièrement à ça. Alors, c'est des pratiques qui sont en train de disparaître, mais qui existent encore. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai un nouveau téléphone, je sais pas le gérer. Excusez-moi. Et les allées liées, vite. Ah, mais c'est sûr, ouais. Pardon. Voilà, c'est juste pour dire que c'est à différents étages des sociétés, on peut avoir des formules rituelles qui peuvent agir. Un peu, quoi. Ce que vous en pensez. Je peux s'intéresser parce que en psychologie aussi, on va parler de rituels, de personnes qui peuvent entrer dans le fonctionnement justement ritualisé. Et là, pour le coup, c'est un été nouveau des dépenses au peu et hier, on est le nez en tout moment, vous en payez. Évidemment, c'est pas quelque chose, mais il y a quand même quelque chose de toute façon, au niveau psychologique, le rituel, il est rassurant, en fait. Et j'ai l'impression que dans ce que vous vous présentez, comme exemple, au niveau fonctionnement
il y a quelque chose aussi de rassurant dans ces rituels, en fait, dans le message en avant. Bon, je sais pas hein, s'il faut en penser, mais il y a quelque chose, je trouve, pour les personnes en tout cas qui pratiquent, il y a quelque chose on peut présenter ça comme quelque chose de défensif, mais pas dans le côté négatif, j'ai envie de dire. Non, quelque chose qui va défendre, en fait, c'est ça, qui va défendre la personne de l'angoisse, hein. De l'angoisse, de quelque chose qui n'a peut-être pas de sens. Et là, c'est pour le coup, c'est essayer de donner du sens à quelque chose, donc peut-être, voilà. C'est pas vraiment donner d'explication, mais Alors, on effectue ce rituel-là où on donne. Et Oui, oui. je pense que oui, de ce côté-là, dans beaucoup de sociétés, il y a des mécanismes de ce type. Par contre, bon, on vit dans des sociétés à la violence symbolique extrêmement forte. Voilà, prenons le Japon et prenons Godzilla. Godzilla, c'est un monstre né de l'atome et de la bombe Hiroshima. Euh, et il fascine. Et en tous les jeux, pas cette année, mais l'an dernier encore, est sorti un autre Godzilla. Le King Kong qu'on voit à la télé, ce sont des figures énormes d'une extrême violence. Et d'une certaine façon, tous les masques aussi, les masques des tueurs, bon, on les connaît tous dans le grand cinéma, ils sont nous présents. On a des violences masquées, symboliques, 100%, et qui sont pas apaisants. Les masques sont pas tous apaisants. Et une majorité de masques sont dans la culture populaire, sont, sont très très forts. Sont très très forts parce que l'industrie du cinéma, parce que l'internet, etc. sont très puissants. Peut-être que des masques imagés, mais des masques portés dans le cadre d'un jeu, c'est moins puissant. Mais il y a toujours l'ambiguïté avec le masque, entre les dimensions positives et les dimensions négatives. Et généralement, ils sont, voilà, ils peuvent avoir différentes apparences et des masques lisses qui sont portés par les anards qui sont en train d'agiter en ce moment, sont des masques lisses, ce ne sont pas des masques protubérants. Et pourtant, ils sont très puissants aussi. Il faut réfléchir aussi à voilà, les masques que crée Attila, qui désignent tout masque. Ils sont texturés, ils sont travaillés, il y a de la matière, c'est de la 3D. Beaucoup de masques très dangereux, très inquiétants, ils sont tout lisses, à l'inverse. Donc voilà, la forme des masques, la texture des créations plastiques, elles ont un sens, elles ont des effets. Très, très, très. Et d'ailleurs, au niveau psychologique, je trouve que ça résonne aussi au niveau thérapeutique, quand on constate en fait que la personne sort un masque justement et lisse. En fait, c'est quelque chose qui a été plus façonné par les sociétés après parce qu'on nous impose ça. Voilà, quand on est face justement avec ce genre de masque, il y a un énorme risque au niveau justement de chute complète s'il met ce masque tombe. Parce que derrière, il n'y a rien. Ou souvent, ça met en avant une absence de construction justement du roi. Derrière ce masque-là, c'est des personnes qui, petit à petit, ont même allé très loin, on dit, là, quand un petit peu dans la société. Il y a même à voir des peuples. Et le mec, derrière tout ça, en fait, il n'y a rien de vraiment constructif. Et donc, je trouve que voilà, parce que par rapport à cette question du masque lisse, ça va penser à ça, va être beau, super. Après, pour moi, si je peux dire un élément de plus, ça me fait penser aussi aux capacités cognitives qui sont possibles derrière. Quand les humains ont une capacité, nous, on a la capacité d'avoir une théorie d'esprit, à avoir des empathies. Je vous regarde et je suis en train de me dire, qu'est-ce qu'il pense de moi? Est-ce que lui, il est d'accord avec moi, pas d'accord? Est-ce qu'il comprend? Est-ce qu'il a des émotions? Capacité à étudier des émotions, capacité à attribuer des intentions. Donc, on sait que la personne, là, elle part dans son star et ça veut dire qu'elle est dans le rose, etc. Les humains ont cette capacité. Tous les animaux n'ont pas cette capacité, loin de là. Les encantistes, ou pas,
ont en partie un déficit dans ces capacités-là. Donc, c'est pas un universel. Et les masques avec lesquels on peut jouer, comme vous nous y invitez, tout dépend pour qui, parce qu'en fait, ils impliquent ces capacités-là aussi de façon nette, pour pas, ne sont pas universelles. Ça me rassure, vous m'aurez pas assuré que j'ai pas des masques lisses. Qu'est-ce dangereux? En tout cas, montrer on fait des monstres. Oui, on a des monstres collectifs, mais on a des monstres individuels, traditionnels, et on crée des nouveaux monstres, effectivement. Euh, Ce qui va étonner beaucoup, en fait, pendant ce travail, quand je me suis rendu compte, et j'aimerais aussi savoir reprendre là-dessus, je me suis rendu compte, en fait, que l'aspect, il y a aussi un aspect concernant l'intelligence. Donc, on parle de l'intelligence et on parle de l'intelligence émotionnelle. Et ce qui m'a frappé beaucoup, c'est qu'il y a des gens hyper intelligents qui, non, qui, par exemple, qui mènent une vie très, très compliquée, qui n'arrivent pas à vivre, tisser des liens sains avec la famille, avec leurs proches, avec les autres gens. Comment est-ce possible qu'il y a une rupture entre une intelligence d'une personne qui a une non-intelligence et en même temps, émotionnellement, il a donné des mots. Ça m'a beaucoup frappé. Là, ce qui me vient en premier, c'est les études qui ont pu être faites sur le lien entre les personnages HTI, par exemple, et le fossel. Le fossel, c'est une théorie d'un psychologue qui s'appelait Winnicott, et qui mettait en avant, en fait, le risque, si j'avais l'enfant dans sa première année, en fait, si il n'est pas assez consonu, si, voilà, en gros, son environnement ne peut pas la place, en gros, qu'il est censé avoir, en cas, l'importance qu'il est censé avoir, petit à petit, il va être dans une suradaptation, en fait, à l'endormant, et plutôt que de petit à petit développer son bras, en fait, il va plutôt développer quelque chose de suradaptation de l'autre. Et c'est quelque chose qu'on retrouve, c'est vrai, particulièrement dans les certaines études qui ont été faites sur effectivement les personnes HPD, donc avec une intelligence importante, et qui en fait développent assez souvent, finalement, justement, ce fossé. Il y a eu un masque aussi, alors un saut. Mais comme elle parle de concept, c'est ça. C'est un masque sans cesse social. Donc voilà, c'est un masque social où c'est le masque qu'on a l'impression de devoir porter face aux offres, finalement, s'ils attendent de nous. Donc on peut être tout à fait, et c'est justement en lien avec l'intelligence, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va justement, qui a l'intelligence de son de capter ça, qui va s'adapter justement, l'adaptation, c'est quelque chose qui est de particulièrement si intelligent, ça peut être notre enfance. Mais pour lui, ça finit par être une souffrance, même beaucoup plus que ça encore, voilà, on va d'enlever. Donc après, tout le travail à faire, notamment, il y a le potentiellement thérapeutique, c'est l'aider à ça, justement, c'était ce que je disais tout à l'heure, lâcher ce concept et comprendre ce que ça veut dire, quel est son concept, en fait, de c'est mon travail. Vous y arriver, et qu'on lui offert justement un cadre, notamment, pas le cadre, tu as terminé les voyages de psychologue, hein, un cadre où il va pouvoir justement jouer en toute sécurité, en fait, ouais, jouer avec les mots, parler de tous ces mécanismes de l'art et arriver petit à petit à le reproduire dans la vie réelle. Pour arriver effectivement à lâcher en fait ce masque et bon oui qui sait le masque. Pour moi, c'est bien c'est les gens qui étaient là, comme par nous, quoi. Alors, j'ai une petite question pour vous, pas pour le coup. Peut-être qu'on pourrait dire quand c'est Edine. C'est beau. Non, je te passe le Bah, bâton. oui, mais allez, on y va. On allait. Oui, j'ai une question qui s'adresse à Attila. Je me permets de vous appeler par votre prénom, je sais pas. T'as bien pour lui laisser votre nom. Ah. Non, j'ai eu grand plaisir à visiter votre expédition lors du massage. C'était pas le meilleur moment d'ailleurs, il faudra que je retourne avec un vernissage à votre don. J'ai été intéressé notamment par vos œuvres graphiques en noir et blanc.
dans moi, qui ont pas mal de profondeur pour certaines. Les profondeurs étant données dans moi par des nuances de graphisme différentes dans chaque. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce que votre série des masques, vous la considérez comme une prolongation de certaines de ces œuvres? Est-ce qu'il y a un lien, disons, entre les deux? Peut-être un lien qui est prolongé dans la 3D, puisque il est parti de Robin Laplat. Et est-ce qu'il y avait un lien? Ou est-ce que vous êtes parti totalement dans dans vos propres émotions, dans le bleu, si je peux dire? Merci Olaï, merci pour votre question. Oui, effectivement, il y a un lien, puisqu'il y a plusieurs séries qui sont exposées à la galerie, qui ont été créées en fait en 2018, même 2016. Il y a Serpent d'Asmin qui date de 2007 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 2025. Et même si j'ai utilisé de différents médiums, il y a des céramiques, il y avait les collages, il y a des peintures avec les dessins. Je pense qu'il y a un lien entre toutes les séries. Sur les dessins que j'avais évoqués, c'était une série, peut-être La Pente des Ventes, parce que en fait, j'ai posé des feuilles sur des rochers au bord de la mer et j'ai fait un cottage par fusain. Et comme ça, j'ai extrait des formes directement de la forme naturelle. Et là, à l'atelier, après, j'ai fini nos œuvres. C'est très important pour moi de garder le contact avec la nature, avec la brume, avec le paysage, ce qui est honteux. Ce que je fais, c'est pas une insertion complète. Des fois, j'ai l'impression que je suis trop figuratif pour les artistes abstraits et trop abstrait pour les artistes figuratifs. J'aurais aussi une question à vous, Julien et les prégéniques. Je pose les questions d'abord et après je vous laisse y répondre. J'aimerais savoir, Julien, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que l'individu peut être sain dans une société malade? Et pour Kazani, est-ce qu'une société peut être saine dans une civilisation malade? Chacun son job. C'est de peuple. Même pas adapter ça. C'est quoi une société malade? Je trouve qu'actuellement, la société ne pas. La question qui se pose, c'est est-ce qu'une société a jamais été saine? On n'a pas encore rien. Et c'est leur temps. Qu'est-ce que... Est-ce que la société a des jeux spéciaux? Là, ça me fait la crème qui ne sera pas saine pour eux. Oui. Question pour moi d'ailleurs, je l'ai peu aujourd'hui. Et l'adaptation, c'est si le santé est pas dans la tête adaptée. C'est quelque chose de prendre ça facilement. Est-ce que c'est sain de s'adapter, excusez-moi, à une société malade? Ou si on s'adapte, Alors je dis de il s'adapter. n'y a pas de risque. Quand tu es s'adapter, c'est pas de se conformer. S'adapter, c'est arriver à avoir conscience de ses propres valeurs. Et ça, c'est piloter aussi, je pense. De pas y sur soi. C'est de prendre conscience de ça. Voilà. Quelles sont les valeurs, quels sont mes besoins, quels sont mes désirs, quel est mon passé, des mécanismes qui m'ont conduit à ce que je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je viens faire? Voilà. Dans quel cadre le pose? J'ai une obsession d'État. Il pas encore prendre en compte dans le pays que à la fois le zèbre familial, le zèbre amical, le thème zéro, c'est une éducation des eaux, le cadre n'importe, comment le pays, justement, par pays. Et essayer petit à petit d'occuper sa propre place. Oui, tout ça. Et pour moi, c'est toujours possible. Il faut que ce qu'il laisse dans je travaille. Mais c'est toujours que ça. Et même du temps, même pendant même, je sais pas, pendant des interrogations, les oreilles sont passées. Quand on a fait un histoire, on a deux personnes, quand même, avec des choses, ouais,
Il y a un moment, il y a parfois des moments où ils arrivent il y a eu des moments de distance en tête de vie. Ja, så battere sono in Malta e se a noi sono creati giusto la dritta glass per anche a te de test poi io che stati ma se pensi più jouer vai la te ma la société d'activité les bons on passe à quelque chose c'est toujours possible selon moi mais ça demande effectivement du travail pour lâcher prise sur certaines choses pour se rendre compte qu'on a une maîtrise quand même sur beaucoup d'autres choses. Yes. Donc oui, je pense qu'on peut être comme ça au milieu de... C'est vrai. Wow. Pour répondre au niveau, je dirais au niveau sociétal, au niveau des sociétés, Bah, c'est pareil, on peut pas répondre, il y a pas de on peut pas dire que ici les malades. Il y a des pays majeurs et il y a des phénomènes qui sont des évidences vagues contre lesquelles les amis, on peut plus résister. Ils n'arrivent plus à résister, on ne sait pas comment résister. La société de l'information généralisée, mondialisée, est en train d'éradiquer les cultures, des différences culturelles. Bon, mon téléphone ne se tenait pas quoi. Mais merde, pas possible. On vit avec ça. On vit tous avec ça. On a des niveaux d'addiction qui sont aujourd'hui chez les enfants qui sont invraisemblables. Moi, mais dans une inquiétude immense pour mes élèves, pour les enfants. Mais quand on voit aussi les troubles que ça génère, heureusement, le gouvernement est en train d'essayer de cramer les murs. Et le phénomène est le mondial. Le phénomène de l'addiction aux images et l'addiction à ces appareils, il est là. Je sais pas comment on peut résister. Là, on ne lâche pas même. Là, c'est le gangrène total de la peine. Même s'il n'y a plus que qualité à l'Internet, même si on a mille possibilités. Et aujourd'hui, on est rentré dans un régime et on ne sait pas comment lui échapper. Nous, adultes qui avons vécu avant l'arrivée du net, on sait HD, on sait ouvrir un livre, on sait regarder les visages, on sait parler, on sait comme ça. Ils passent les enfants, on sera incapable de les ormer. Et un enfant de 10 ans, ils parlent entre eux, ils parlent en commentant leur objet. Je voyais un enfant de 10 ans jouer il y a une semaine. Il jouait à cache-cache, se couvrait après, et il était handicapé avec son téléphone à la main. Il jouait avec ton téléphone à la main, il savait à le hacher, t'avais pas dit. Même pour s'atteler en ballon, il avait pété la main et le dieu du village. J'étais pareil. Donc, effectivement, on dépasse à ça. Comment répliquer à ça? Pour qu'on a des goûts qu'on peut mettre ça en collectif, qu'on peut mettre ça en direct, qu'on peut éduquer autrement, on peut réagir. Donc on peut faire ceci. Mais hésiter, c'est impensable. Donc oui, moi je suis inquiet et toutes les formes de création sont des moyens de résister. Et C'est un thème, mais une richesse extrême, je trouve. Alors, je n'ai pas très bien compris, Zahari, en quoi un ex-voto, peut-être, ça c'est le coup de moi, ce bateau, il a quand même eu des civilisations où, en particulier dans l'Antiquité, il y avait pas de basques. Vous prenez par exemple la Grèce, les seuls masques dont on se servait, c'était dans les théâtres parce que ça servait de haut-parleur. Et il y avait, alors en plus on pouvait on était loin, vous avez déjà vu les panneaux de théâtre grec, les spectateurs, c'est vrai que certains on entend bien, mais pas tous, et il y avait peut-être autre chose, des cheveux de couleur, vous voyez, ça servait à dire ça c'est un vieillard, ça c'est un vieillard, vous savez, c'était des personnages. J'ai pas dit que les masques. La question, elle était sur les rituels, forme de ritualisation. Où j'ai dit qu'il existe des formes de ritualisation qui existent dans la civilisation païenne, existent aussi dans les pratiques aminiques. Et c'est en ce sens-là que je disais qu'il y a des rituels réguliers, communs, courants, collectifs, qui permettent de, je dirais,
de mettre à La vertu thérapeutique aussi. de mettre à l'écart quelque chose. Savoir le changer à la fin de l'année. Le gros problème que j'évoquais avec les images, on a le même problème avec les objets. On est submergé par les objets, par le consumérisme, par la question de l'obsolescence programmée, par le changement à tout crin et des objets. Comment on ralentit ça? Comment on agit autrement? Bah, ici se passe, hein, tout à l'heure il y avait Pierre, ici se passe le, le, le printemps des potiers, l'engouement qu'il y a pour le printemps des potiers, cet événement, c'est génial parce que c'est une réplique, je dirais, au tout plastique. Faisons durer, Utilisant des céramiques qui, elles, sont low-tech et sont peu impactantes sur la planète. Voilà, il y a de l'espoir de partout, hein, et il y a des actions qui sont très, très positives. Mais à l'échelle générale, Chacun a un rituel, je pense. Tiens, aujourd'hui, je vais mettre thème bague. Tiens, aujourd'hui, on le fait. Pourquoi? Vous voyez, un petit peu comme ça pour se protéger. Alors, vous voyez, les Grecs, c'est vrai, il y avait ça, mais il n'y avait jamais aucune valeur symbolique, je dirais, par rapport à un dieu. Et chez les Romains, alors pas du tout, il n'y en avait pas. Quand je dis masque, je parle de quelque chose de concret qu'on se met sur le visage. Et même quand il y avait un rite par exemple, pendant les Saturnales, il n'y avait plus d'esclaves et il n'y avait plus de maîtres. Eh bien, ils ne portaient pas de masque, c'était simplement le bonnet phrygien que tout le monde portait. Vous voyez? Et ils n'étaient pas, il y en a pas. On a beau chercher, j'aime bien parce que j'ai réfléchi quand même avant de venir, et il y avait des questions que je ne me posais pas. Et il y a quand même, dans l'Antiquité occidentale, il n'y a pas ce qu'on va retrouver en Afrique d'une façon extrêmement courante. Voyez-vous? Bon, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que le contexte est différent. Les Romains, ils vivaient pas au milieu d'animaux sauvages, hein. Ça aussi, ça doit compter le contexte. j'ai commencé en disant qu'il y a des sociétés à masques et des sociétés sans. Voilà. Mais il y en a pas. Où les masques jouent différentes casserais. Effectivement, dans l'Antiquité, on n'a pas de masque, on a des objets propaïques, on a des objets délicats, des objets qui nous les protègent. jeux statuettes et autres. Donc, ça passait pas forcément par les masques, ça passait par d'autres dispositifs matériels et sensoriels, bien sûr. Enfin, sacrifice. Il y a un sanctuaire, il y a un sanctuaire avec le sanctuaire d'Aristée, et une divinité agricole et mais liée aussi à l'apiculture. Là, on sacrifie des objets et à la divinité. Ce sont pas des masques, mais d'une certaine façon, le rituel peut avoir un peu d'une même fonction. Le rituel un petit peu le rituel collectif à la fois comme protecteur de groupe, à visée constructive, à visée effective. Voilà, pour les récoltes, donc ce sont des rituels qui sont faits aussi pour avoir les bonnes récoltes, ou à part en remerciement pour la bonne récolte de l'année, ou pour prévenir certains désastres ou autres. Donc, ça, ce sont vraiment je dirais pas que ce sont des universaux, parce que pour certaines, ce sont je dirais, toutes sortes de choses qui se sont développées dans les sociétés agraires, les sociétés sédentaires, à partir du néolithique. Si on va avant ou ailleurs, tout à l'heure, j'évoquais, j'ai pas montré de photos de masques des Indiens de l'Amérique du Nord, ce sont des sociétés de chasseurs-cueilleurs. Ce ne sont pas des sociétés fixes. Il y en a certaines fixes, d'autres ne sont pas fixes, sont mobiles. Et là, le rapport à la terre, le rapport à la dépendance aux ressources est d'une nature très différente. C'est aussi parce qu'on est rentré dans des sociétés productives agraires qu'on a mis en place des cultures matérielles et des pratiques qui vont être de l'ordre de la protection. On n'a pas forcément dans les civilisations de chasseurs-cueilleurs. Est-ce que quelqu'un a une question? Oui.
Je voudrais savoir si, Attila, vous avez eu l'idée d'appeler vos œuvres, dès le départ, vous avez eu l'idée de les appeler des masses. Ou bien est-ce que l'idée du masque est venue a posteriori? Non, presque tout de suite, en fait. Mais comme j'ai dit au début, j'ai hésité parce que en créant des pièces, je me suis rendu compte elles sont pas que des masques, elles sont aussi des boucliers, des diades. Donc non, au début, c'était pas évident. Mais après, je me suis dit que c'est comme un titre le plus adapté, plus adapté. J'ai choisi en fait la citation de Matisse qui disait que l'art archaïque est plus proche, l'art moderne est proche de l'art archaïque parce que, et désolé Julien, évidemment la psychologie ça donne pas des réponses à toutes nos questions, surtout les questions. Et peut-être des questions les plus importantes qu'on ne trouve pas les réponses dans la psychologie. Évidemment, ça nous aide beaucoup, mais le but, c'est pas d'être dépendant de la psychologie ou être suranalysé. Ouais, c'est pour ça que une démarche artistique, ça peut bien aller très loin, peut-être. Et avec l'invention de la photographie, les artistes se iséraient en fait de la représentation réalistique. Et au XXe siècle, je suis persuadé actuellement qu'on a reçu en fait cette libération de l'art pour pouvoir se guérir en fait de ces traumas du XXe siècle avec tout ce qui se passait en fait pendant les deux guerres mondiales. On a déjà un moyen qu'on peut utiliser, c'est quelque chose de magnifique. Tout simplement parce que tout ce qui s'est passé au XXe siècle, ce n'est pas possible de raconter en fait en images, réalistiquement. C'était tellement horrible et on subit encore des conséquences que en fait on a ce moyen de se guérir, de guérir la société, de guérir soi-même. Et on en a besoin. Je pense que la société. Donc, on va avoir plein d'expositions de masques et de céramique à venir. Ça serait une bonne thérapeutique pour nous. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Avez-vous peut-être le mystère, masque de père? Alors que oui, mais on le tiendra. C'est important pour l'histoire. Quel rapport il y a avec un loup et les rondelles de coco? Quel rapport entre Caillou et Rondello le match? Imagine. Bon. D'accord, t'as donné aussi. Alors on est le pompon. Si. Wisco. Le Pénasquier de bien sûr Mandrika. Que bien rien ne connaît. Oui. Il était. Monsieur. Est-ce que les lunettes de soleil, ce sont des masques? Là, oui, on se cache derrière. Ça dépend s'il y a une intention derrière, si on le porte consciemment, si on le porte parce qu'on a honte de quelque chose, si on les porte parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas assez beau si on ne les porte pas. Voilà. Pour moi, le fait en lui-même, soit en général, en fait, il n'a pas de sens. Il faut voir quelle est la démarche derrière. Alors, est-ce qu'il y a une démarche? Est-ce qu'elle n'est pas? Est-ce qu'il y a des sympas éléments? Est-ce que c'est plus jeunesse? Est-ce que c'est préconscient? Et on s'est ritualisé. Est-ce Il y a aussi le patient plutôt qui s'exprime, c'est ça? C'est pas ça plutôt. Ça dépend des fois. Parfois, les choses sont tout à fait conscientes. L'humour, par exemple, certaines personnes utilisent l'humour, c'est vraiment une espèce de protection qui s'impose à elles et ça peut même devenir, mais ça peut devenir même une espèce de souffrance.
C'est-à-dire, on finit par être vraiment derrière le masque. Mais du coup, donc, attends, dans la carte, avec des amis, les gens paraissent vraiment le coup de service, il paraît qu'ils ont de ça, hein. Ça n'avait chance. Mais on peut aussi utiliser le mot, on a tout à fait conscience, pour sortir de situations qui commencent à devenir tendues. Voilà, en l'humain, ça peut abaisser l'agressivité aussi. Donc, pour ça, c'est important de lever le poids aussi de la signification de chaque chose et se dire, mais pas analyser tel tête créer des cas. Surtout s'il y a une souffrance derrière au moins. Vous vouliez là quelque chose? Non, je voulais simplement dire qu'ici, en Provence, on porte des lunettes parce qu'il y a beaucoup de soleil. C'est ce qu'on J'ai ça d'adaptation. C'est des potières. Quelque chose? Non, si. Nico,